Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, si je dois me présenter, donc, je m'appelle Isabelle Mons. Je suis enseignante en lettres, effectivement. Et mon entrée en psychanalyse fut tout à fait fortuite, puisque souvent on me pose la question, êtes-vous psychanalyste ou comment avez-vous nourri cet intérêt pour la psychanalyse freudienne ou jungienne? En fait, ce fut par le biais de l'œuvre de Lou Andréas Salomé sur laquelle j'ai travaillé longtemps. Et donc j'ai suivi des cours voilà, en autodidacte pendant plusieurs années à Paris 7 pour me former. Car vous le savez comme moi, il n'y a pas d'improvisation, surtout dans ce domaine. Et pour travailler sur les femmes psychanalystes, effectivement, tout est parti de l'œuvre de Lou Andréas Salomé, qui est l'une des grandes pionnières. Et j'ai réalisé en travaillant sur ces archives qu'elle n'était pas la seule à avoir été l'une de ces femmes qui a défriché bon nombre d'aspects de la psychanalyse freudienne. Et donc c'est tout naturellement que, l'abandonnant un petit peu, je me suis tournée vers le destin intellectuel des autres femmes qui ont fait la psychanalyse. D'où la naissance de ce livre. Voilà. Donc, nous avons intitulé ensemble cette soirée autour des pionnières de la psychanalyse, Emma Jung ou la vocation d'une accompagnatrice. Mais c'est un jeu de mots. On aurait pu aussi l'intituler Emma Jung, autour d'Emma Jung, les pionnières de la psychanalyse. Car dans cette circumposition, on peut se demander la place d'Emma Jung. Est-ce qu'elle a été centrale ou est-ce qu'elle a été secondaire? Qui a été à côté de qui? Donc, j'en arriverai à ce propos. Ce titre m'a finalement interloquée lorsque j'ai écrit. Déjà, j'espère que vous sentez le réel plaisir que j'ai d'être parmi vous ce soir. Et effectivement, je renouvelle tous mes remerciements à Anne-Marie Gégard et toute son équipe de m'avoir contactée un jour. Et ensuite d'avoir nourri ces échanges qui ont été pour moi effectivement un point de départ à ce propos ce soir. Et c'est par cette photo, peut-être, qu'il s'agirait de commencer, qui nous présente le 3e congrès de l'Association internationale de psychanalyse, le 21 septembre 1911. Cette photo qui attire toute notre attention sur les 8 femmes présentes au premier rang, comme des témoins à l'émergence de la psychanalyse au tournant du 19e siècle et à sa confirmation au 20e siècle. Vous n'êtes pas sans savoir que Sigmund Freud, à l'époque, souhaite que les praticiens non formés commencent à subir une analyse didactique, qui n'ait pas l'audace de s'auto-proclamer psychanalyste. Et lors du 2e congrès international de psychanalyse, en 1910, à Nuremberg, il désigne Carl Gustav Jung comme président de l'Association internationale de psychanalyse. Un an plus tard, en 1911, Carl Gustav Jung est à nouveau le président de l'Association internationale de psychanalyse, sauf qu'il souhaite venir accompagner. Et il s'accompagne au 3e rang, à la 5e place en partant de la droite, parvenez-vous à la voir, Emma Jung, son épouse, et à la 3e place en partant de la droite, Antonia Wolf, âgée de 19 ans, sa jeune patiente. Donc cette photographie nous interroge sur le rôle des femmes comme protagonistes incontournables de la psychanalyse à ses débuts, mais s'intéresser à leur destin, c'est inévitablement, selon moi, retourner à leur texte. Car j'ai travaillé toujours sur les archives éditées ou inédites, et deux axes s'imposent, deux axes problématisés s'imposent, à savoir, est-ce que les paramètres de leur vie, les étapes qui ont bâti leur parcours de femme, d'épouse et peut-être de mère, ont participé à élaborer un destin exceptionnel? Ou ce destin fut-il tout simplement commun aux femmes et au statut qui leur incombait à cette époque? Et le deuxième point, c'est il s'agit de s'interroger sur leur vie en rapport avec l'œuvre écrite qu'elles ont laissée. À savoir, est-ce que le fait d'écrire, le fait d'être des écrivaines, contribuait à bâtir chez elles un destin autre? Donc, le lien de leur destin et de l'écriture est inévitable. Pour Emma Jung,
il va se poser un problème, et nous verrons lequel. De la même façon, tout de suite, je pose la question de leur place en tant que femmes pionnières et de leur place en tant que femmes engagées dans la lutte féministe. Car justement, s'intéresser au destin des femmes, montrer en quoi il fut important à l'époque, dans la mesure où elles ont été des pionnières, aussitôt, il est très facile, un raccourci rapide nous invite, et c'est naturel, un raccourci rapide nous invite à en faire des féministes. Sauf que lorsqu'on travaille d'un peu plus près sur leur œuvre et sur leur parcours, on réalise aucune n'a adhéré aux associations féministes de l'époque. Donc, qu'est-ce que le féminisme à cette époque et peuvent-elles s'en réclamer? Donc, les femmes que nous allons évoquer s'installent sur une ligne du temps, perturbées par les guerres, perturbées par les révolutions, et elles traversent cette époque souvent plus investie encore pour cette cause émergente de l'homme en souffrance, du sujet névrotique. Mais pour être une pionnière, pour participer à cette grande aventure que fut la psychanalyse, il faut, je dirais, répondre à un critère. Ce critère est déterminé par leur date de naissance. Les pionnières de la première génération sont nées entre 1860 et 1885. Les pionnières de la deuxième génération sont nées après 1885. Et ce sont ces femmes-là qui nous rassemblent ce soir. Le regard qu'elles ont posé sur la théorie freudienne et jungienne était-il spécifiquement féminin ou peut-elle d'ores et déjà poser un postulat selon lequel leur parole de femme a contribué à prouver que la parole psychanalytique était universelle? Finalement, qu'il n'y avait pas de genre prédéterminé à cette parole psychanalytique. Et j'élargirai tout de suite le débat, est-ce que leur participation à l'émergence de la psychanalyse a fait d'elles des femmes modernes? Est-ce que la modernité de la femme à l'époque passe par justement cette révolution au féminin? Donc, dès les origines de la pratique, les femmes jouèrent un rôle capital, audacieux, souvent incompris, et la psychanalyse leur doit beaucoup, en commençant par les patientes hystériques de Jean Charcot. 1885-1886, Freud découvre cette nouvelle théorie et avec Joseph Breuer, une méthode de traitement des névroses, d'où surgira en 1895 les études sur l'hystérie, considérées comme le livre inaugural de l'invention de la psychanalyse. Donc il existe bien un langage du corps hystérique, la cure par la parole s'impose, et de cette méthode cathartique naît la psychanalyse. Sujet d'observation depuis Bertha Pappenheim, patiente puis disciple d'Emma Eckstein à Sabina Spielrein, les femmes remplissent un rôle majeur qu'elles ont voulu bonifier en cherchant à avoir accès aux études. Donc, à partir de là, la place d'Emma Jung pose un problème. Nous la définissons ce soir, a priori, comme une accompagnatrice. Se destinait-elle à n'être qu'accessoire, que secondaire dans la vie de son célèbre époux, Carl Gustav Jung, mais la seule femme d'un homme, Emma ne le fut même pas. Pionnière dans la réflexion psychanalytique, soutien des premiers efforts de son époux, elle est bien là, assise au premier rang de ce 3e congrès de l'Association internationale de psychanalyse. Elle a cette allure noble, discrète, elle a ce charisme que j'ai tout de suite apprécié chez elle. Et ce fut un plaisir que de faire une recherche sur son œuvre. Comment expliquer alors cette absence cruelle dans les histoires, dans les manuels, dans les ouvrages d'histoire de la psychanalyse? Est-ce qu'elle a manqué de crédibilité? Pourtant, son texte sur l'animus et l'anima ne manque pas d'intérêt et a même forcé l'admiration de son mari. Est-ce que cette femme, est-ce qu'Emma Jung est la femme dont on pourrait croire que sa pensée n'est qu'une approche subjective de l'œuvre de son mari, dès lors qu'elle fut l'assistante de son mari dès ses débuts? Donc c'est précisément ce regard à la fois personnel, exigeant, qui forgea toute son expérience intérieure, ce silence aussi avec lequel elle considéra les événements, que nous allons ce soir peut-être
raviver son souvenir et modestement lui rendre justice. Interrogeons-nous d'abord donc sur le contenu historique qui fut la condition favorable au développement du rôle des femmes à cette époque, puis nous verrons la singularité de l'action d'Emma Young. Donc en 1902, quelques dates pour replacer le schéma de ce film. En 1902 se forment les cercles d'études sous le nom de Société psychologique du mercredi. Donc cette société, premier cercle de l'histoire du freudisme, rassemble à la table de Freud, Alfred Adler, Otto Rank, Wilhelm Steckel, Isidor Sadger, et jusqu'en 1907, 22 membres actifs se consacrent chaque mercredi à un débat dirigé par Freud et mené par un orateur dont le nom est tiré au sort. La discussion s'engage suite à sa conférence et c'est grâce à Otto Rank que vous voyez sur l'extrême gauche, Otto Rank, dès 1906, qui prend en note les comptes rendus des séances et qui seront publiés sous le titre « Les minutes de la Société psychanalytique de Vienne », véritable document d'archives pour comprendre la manière dont le mouvement s'est confirmé au cours de différentes étapes, au cours desquelles la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Allemagne ont accueilli cette nouvelle science. En se rendant à Vienne, le 3 mars 1907, Carl Gustav Jung, élève et assistant de Bleuler, devient le premier disciple non juif de Freud. En Hongrie, Ferenczi, en Allemagne, Karl Abraham et Max Eitingen, en Angleterre, Ernest Jones se joignent au cercle et en 1908, ce cercle devient l'Association viennoise de psychanalyse. Mars 1910, 2 ans plus tard, je vous le disais en introduction, on assiste à la création de l'Association internationale de psychanalyse, qui compte alors 58 membres. Le but est, je cite Freud, la pratique et la promotion de la science psychanalytique, aussi bien en tant que psychologie pure que dans son application à la médecine et aux sciences humaines. Il s'agira aussi d'assurer le soutien mutuel de ses membres dans tous leurs efforts en vue d'acquérir et de propager des connaissances psychanalytiques. Fin de citation. À sa tête figure Jung. À Berlin, Karl Abraham assure la coordination et Alfred Adler à Vienne. À la même époque, se forme le premier groupe local américain, la Société psychanalytique de New York. À partir de là, aucune femme encore n'entre en piste, oserais-je dire. Mais j'ai eu toujours le souci de parler des pionnières de la psychanalyse comme de femmes qui avaient eu une vocation de la psychanalyse. Donc, dans le terme de vocation, j'aimerais que l'on pense à la destination vers quelque chose. Pourquoi ces femmes, qui au départ n'avaient rien pour se destiner à l'analyse, en quoi ont-elles ressenti le besoin, la nécessité de se consacrer à cette nouvelle science et peut-être ont-elles eu dans l'idée qu'elles pouvaient apporter le dépassement des théories de leurs homologues masculins. Elles sont rares avant la fin de la Première Guerre mondiale, mais elles sont ensuite devenues beaucoup plus nombreuses, bien plus que dans d'autres catégories professionnelles. Elles sont d'abord les femmes de Emma Young. Les femmes de qui, parmi d'autres, ont participé à la théorie jungienne, lui ont apporté une pleine légitimité et, comme je le disais, Emma Young a participé de cet élan de la psychanalyse qui, à l'époque, était peu codifié. Elles étaient aussi les filles de, comme Anna Freud, qui, née, comme dirait son père en 1895, et j'espère que tu me procureras beaucoup moins de soucis que la psychanalyse ne m'en a procuré, lui écrit-il, eh bien, Anna Freud appartient aux psychanalystes de la deuxième génération, à cette époque où Freud exigeait déjà que tout praticien soit analysé. Mais elle s'est fait un prénom là où beaucoup auraient pu échouer. Donc après les grandes controverses qui l'ont opposée à Mélanie Klein, on peut dire qu'elle a accordé à la psychanalyse freudienne une véritable dimension internationale. Donc, premier constat, la psychanalyse à ses débuts obéit à une archéologie presque familiale. On passe le témoin.
la psychanalyse se transmet par affect et même peut-être par devoir. La femme ne peut pratiquer qu'à condition d'être accompagnée d'un père, d'un mari ou même d'un frère, si l'on pense à Françoise Dolto, qui parvient à René Laforgue grâce à son frère. Donc il a fallu attendre que les analystes soient institutionnalisés pour que d'autres praticiens, d'autres influences apparaissent en dehors des cercles de la famille ou du mariage. À ces raisons historiques s'ajoutent des raisons culturelles. Et nous en reparlerons, mais tout de suite j'aimerais avancer l'idée que la thématique que ces pionnières de la psychanalyse ont traitée tourne autour de la sexualité féminine, autour de l'enfant et de la famille. Et tout de suite je lance une question polémique, à savoir que s'il s'agit de traiter de l'enfant, cela laisse supposer que ces femmes étaient des épouses et donc des mères. Mais une féministe qui se respecte répondra certainement pas. Ces femmes ne devaient pas obligatoirement être mères et traiter de la psychanalyse de l'enfant, comme ce fut le cas de Sabina Spielrein dont nous allons parler, ne coulait pas de source. Donc là est la question. Être femme, être épouse, cela laissait entendre à cette époque que la maternité s'imposait ou pas. En tout cas, la psychanalyse de la femme et la psychanalyse de l'enfant sont deux axes de la thématique généralement traités par les pionnières de la psychanalyse. Donc, quelques chiffres. Entre 1902 et 1938, 43 femmes contre 107 hommes ont été élus membres ordinaires et extraordinaires. Les premières psychanalystes furent essentiellement des cliniciennes par rapport aux hommes dont on disait qu'ils étaient de meilleurs théoriciens. L'entrée des femmes dans les cercles psychanalytiques est contemporaine de leur accès aux études et répond donc inévitablement à leur souci d'émancipation. Néanmoins, à travers leurs origines et leur trajectoire, on peut remarquer la diversité de la profession. Les héroïnes que j'ai souhaité rassembler brièvement pour vous ce soir, avant d'arriver dans un second temps à Emma Jung, sont des héroïnes qui, la plupart du temps, ont connu une fin tragique avant 1945. Dois-je vous le rappeler, être femme, psychanalyste et juive ne participaient pas en général à une issue favorable, puisque Rosenthal, Tatiana, Sabina Spielrein, Sophie Morgenstern, la grand-mère de la psychanalyse qui a formé Françoise Dolto, toutes ont péri dans un destin funeste. Hermine von Hug-Helmuth, qu'on ne connaît pas en France, assassinée par son neveu, et d'autres encore, dont je ne déflorerai pas le secret. En tout cas, toutes ces femmes, il semblerait qu'elles ont épousé la cause psychanalytique et tous ses tourments. Et dès 1945, Mélanie Klein, Françoise Dolto, Anna Freud, Marie Bonaparte sont des femmes qui, au contraire, ont participé à cette échappée belle de la psychanalyse et l'ont fait fleurir. Donc, deux points de convergence. Premier point, la psychanalyse est de souche germanique. C'est peut-être banal de le dire et pourtant on l'oublie souvent. Ce sont les femmes qui l'ont exportée. Elles ont été les médiatrices qui ont su se mettre en danger. Elles arrivent à la psychanalyse par le voyage et elles l'exportent en étant elles-mêmes des pionnières voyageuses. Pouvons-nous nous arrêter sur un cas, Lou Andréas Salomé, que je pourrais vous parler longuement et que peut-être dont je résumerai le destin de femmes, d'écrivaines et d'analystes autour de 3 points. Et peut-être déjà sa carte d'identité définit en elle son identité d'européenne. Elle est née en 1861 en Russie, elle arrive en 1882 à Rome, elle rencontre Friedrich Nietzsche, auprès duquel elle a accès à la psychologie des profondeurs, Nietzsche dont elle écrira la première biographie intitulée La biographie de la douleur, puisque sous l'autorité du philosophe, auprès duquel elle travaille pendant 3 semaines intensément en août 1882, elle se rappelle que, disait Nietzsche, toute philosophie, toute œuvre n'est qu'une confession de son auteur. Et donc la problématique qui rassemble toute l'œuvre de Lou Andréas Salomé, c'est comment Lou Andréas Salomé est-elle arrivée à la psychanalyse en 1912 à Vienne auprès de Freud. Rien ne l'a prédéterminée à cela,
Et pourtant, tous les êtres qu'elle a rencontrés sont des êtres qui ont travaillé la psychologie de l'arrière-plan du conscient, comme disait Freud au départ. Et cela a commencé par la philosophie de la vie, ce grand tournant philosophique de la fin du XIXe siècle. La deuxième grande étape, naturellement, c'est que le malaise du sujet névrotique fut incarné superbement par Rainer Maria Rilke, qu'elle rencontre en 1897 à Munich, auquel elle fut attachée passionnément pendant 3 ans et dont elle se sépara en 1900. Lorsqu'ils sont retournés tous deux en Russie, à la rencontre de Tolstoï, à la rencontre du paysan russe dans son isba, c'est là le grand retour à la terre des origines, mais aussi à l'origine de soi, à l'origine de son propre père qu'elle avait quitté trop tôt. Et enfin, en 1911, la première photo donc, que je vous ai montrée, en 1911, elle est introduite auprès de Freud par Paul Bier, le psychologue suédois, son amant, qui lui ouvre la porte de la psychanalyse en 1911, mais le 25 octobre 1912, elle écrit à Freud « Me consacrer dans tous les sens du terme à la psychanalyse est le but de mon séjour chez vous. » Je vous invite à lire ou à relire cette correspondance de Louandras Salomé avec Sigmund Freud, qui est un véritable témoignage des premières thèses sur la sexualité de l'enfant, sur l'érotisme de la femme et naturellement le témoignage d'une grande amitié entre deux spécialistes de même génération. À partir de 1913, elle est analyste à Göttingen jusqu'à sa mort en 1937. Elle laisse des textes peu traités, souvent méconnus, dont on parle cependant dans les revues scientifiques, dont Freud s'est réclamé, et elle a été, on peut dire, une pionnière unique, singulière et très controversée, car elle n'a pas mené d'études de médecine, elle n'a pas été docteur en médecine, elle a été analysée par Freud au cours de promenade, donc une analyse sauvage, mais elle a véritablement reçu tous les honneurs du cercle freudien. La deuxième femme sur laquelle j'aimerais m'arrêter et qui est méconnue du public français est Margaret Hilferding. Et cette femme m'a particulièrement touchée car elle avait un côté visionnaire, pour deux aspects. Le premier point, c'est qu'elle fut la première femme médecin de l'Université de Vienne le 23 décembre 1903. Elle fut également la première femme à être admise dans le cercle freudien après plusieurs semaines de vote. Je précise, elle a, permettez-moi l'expression, donné un grand coup de pied dans la porte, puisqu'elle céda la place ensuite à Sabina Spielrein, et à partir de là, on peut dire qu'un siège fut réservé à une femme dans le cercle freudien. Mais cette femme avait un côté visionnaire, car elle a choisi le fils rebelle, Alfred Adler. Elle avait pressenti que la psychanalyse pouvait répondre à un usage social. Et elle est descendue dans les bas-fonds de Vienne pour se mettre au service, souvent des femmes seules avec enfants, comme on dit, les bas-fonds de Vienne. Et le fait de choisir naturellement un usage moins bourgeois de la psychanalyse et de répondre à la théorie adlérienne, eh bien fait que, tout bonnement, vous vous en doutez, elle a été renvoyée du cercle freudien, du cercle de la Société psychologique du mercredi. Son côté visionnaire était également politique. Elle fut l'épouse du socialiste Rudolf Hilferding, qui est mort chez nous, à Paris, en 1943. Elle avait divorcé de lui en 1923. Et lorsqu'il a senti que l'Autriche prenait des couleurs beaucoup plus sombres à partir de 1933, eh bien, il lui a envoyé un visa pour vite s'échapper. Mais elle n'a pas voulu abandonner son activité d'analyste. Elle refusa ce visa et arriva ce qui devait arriver. Elle a été déportée et elle est morte aux côtés d'Isidor Sadgar, qui avait refusé son admission dans la Société du mercredi. Donc, premier point, la psychanalyse est de souche germanique et ces femmes sont des résistantes. Deuxième point, je reviens au point du féminisme. Car par ce terme, ces pionnières de la psychanalyse ont mené une bataille. Au départ, vous savez qu'en Allemagne et en Angleterre, les féministes étaient beaucoup plus engagées
que les féministes françaises à la moitié du XIXe siècle, très liées au mouvement socialiste. Et l'on peut dire que même si ces femmes ont approché les milieux, Lou Andreas Salomé était très proche des Autrichiennes féministes comme Rosa Mayreder, on peut dire qu'elles n'ont pas voulu cautionner la lutte féministe, mais de par leur destin et de par leur texte, l'on peut dire que dans un certain sens, elles ont véritablement participé à ce débat. Ça, la chose est certaine. Mais, par là même, on peut se demander si la question de la femme n'a pas été pour elle un blocage. Alors, je ne voulais pas ce soir revenir à la théorie freudienne du féminin, mais je ne peux m'empêcher naturellement de revenir à cette fameuse question freudienne que Freud pose à Marie Bonaparte. Que veut la femme? En 1905, il avait déjà osé « Nous ne connaissons pas les caractères d'un cerveau féminin ». Alors, ces femmes qui ont répondu aux interrogations du père de la psychanalyse, lorsque Marie Bonaparte n'hésite pas à se mutiler pour accéder au plaisir, d'ailleurs il lui disait « Arrêtez cette boucherie », est-ce qu'on ne peut pas finalement se demander si toute la problématique féminine n'est qu'un aspect parmi d'autres de leur participation à la psychanalyse. En cela, il n'y a pas de cerveau féminin, il n'y a pas d'inconscient féminin, comme on le voit souvent écrit. La psychanalyse relève d'une terminologie universelle, mais il est certain que ces femmes, en tant qu'analystes, ont certainement apporté un autre regard sur le sujet souffrant. Et l'on va voir lequel avec Emma Jung. C'est mon deuxième point. Emma Rauschenbach. Elle a la grâce d'une jeune fille de bonne famille. Son histoire familiale a déjà écrit son destin. Elle est née le 30 mars 1882 dans la bourgade suisse de Schaffhaus et elle épouse les contours de la Roseraie, qui est une vaste demeure bourgeoise attenante à l'entreprise horlogère que fait prospérer son père, Jean Rauschenbach. Et lorsque celui-ci décide de déménager dans le vieux domaine d'Heuberg, il sollicite la présence de sa fille qui est adolescente pour mener à bien son projet. Mais il perd progressivement la vue, si bien qu'Emma est indispensable au moindre de ses gestes. Cette complémentarité fille-père, soumise à l'autorité masculine, pourrais-je dire de façon tout à fait simple, innocente peut-être, mais tellement évidente, cette complémentarité annonce-t-elle la complémentarité éternelle, définitive, qu'Emma va jouer aux côtés d'une autorité masculine lorsqu'il s'agira de son époux, de l'autorité filiale à l'autorité conjugale. On peut dire finalement que son milieu de naissance lui apprend à servir, mais sans s'avilir. Pourtant, loin d'elle, la possibilité de se former. Effectivement, vous l'avez compris, c'est encore pour la femme une lutte que d'étudier. L'université de Zurich, où Lou Andreas Salomé et Sabina Spielrein ont étudié, est ouverte aux étrangères dès les années 1880, mais elle est fermée à ses résidentes. Chose paradoxale. Et donc, Emma Jung, on peut dire que tout cela arrange les affaires de son père, puisqu'il l'envoie comme compagne des enfants, d'amis à Paris, et jamais elle ne reprendra le cours de ses études. C'est en autodidacte qu'elle apprendra le grec, le latin, la chimie, l'algèbre, et elle fera aussi, à Paris, la découverte d'un mythe qu'elle n'abandonnera jamais, le Graal. Alors ces connaissances parisiennes lui auraient fait découvrir ce goût des légendes, ce goût du symbole. Entre mystère et psychologie, la quête du Graal reste le sujet dont elle se sent l'unique dépositaire. Mais c'est toujours un homme qui va s'avérer être le médiateur du savoir. Jung, le médiateur du savoir. À la tête du destin d'Emma, effectivement, se trouve l'autorité d'un jeune médecin. Je le cite. « Comme j'entrais dans la maison, je vis une jeune fille debout sur le seuil. Elle avait environ 14 ans. Et portait des tresses. Je sus alors, voici ma femme. J'en fus profondément bouleversée. Je l'avais vue un court instant,
Mais j'eus aussitôt la certitude absolue qu'elle devait devenir ma femme. Quand 6 années plus tard, je demandai la main d'Emma Rauschenbach, j'essuyais tout d'abord un refus. Fin de citation. Carl Gustav Jung, Ma vie, souvenirs, pensées. Citation que vous trouverez en annexe. Carl Gustav Jung s'apprête à partir à Paris pour suivre les enseignements de Pierre Janet à la Salpêtrière. Après des études de médecine à l'université de Bâle, il est sur le seuil d'une carrière exceptionnelle, mais sans sou et sans le prestige d'un rang social qui lui ouvrirait les portes des plus grands milieux. Il n'a effectivement rien d'autre que son intelligente prestance pour convaincre la famille Rauschenbach de le laisser épouser leur fille. Elle est promise à un autre. Le mariage se déroule finalement le 16 février 1903, et tandis qu'Emma l'encourage à réussir en mettant sa fortune à sa disposition, il l'entraîne, lui, vers le savoir auquel elle n'aurait sinon pas eu accès. Alors, la vie à la clinique du Burghölzli est loin d'être de tout repos. Et il y a des témoignages d'Emma sur le bruit, les cris des patients à la clinique, auxquels elle ne pourra jamais se faire, et elle tannera son mari pour déménager. Il y a une ambiance dans la clinique, voilà, à laquelle elle ne peut pas adhérer. Ce qui est très symptomatique justement de cette étrangeté qu'elle ressent par rapport au discours médical. Donc en fait, bref, elle ne se doute pas des sacrifices que cette union s'impose. Et par son mariage, elle fait de la cause jungienne la sienne. Dès le début, Jung va tenter d'analyser son épouse, mais leur intimité est un obstacle à la parole thérapeutique. Emma ne souffre d'aucune véritable pathologie, mais elle désire subir une analyse pour être plus proche de l'univers médical de son époux. Et Carl Gustav Jung, nous le rappelons, a créé en 1904 un laboratoire de psychopathologie expérimentale dont les expériences seront relatées dans les études diagnostiques sur les associations, un ouvrage qui inaugure la correspondance avec Freud en 1906. Alors Emma se voue déjà entièrement au quotidien de la pratique de son époux, en participant au test d'association verbale qu'il expérimente pour la première fois. Soumettre au patient une liste de mots auxquels il associe une idée. Ces réponses obéissent à un rythme. Toute manifestation d'une émotion est notée, manifestation d'un affect qui prouve l'existence d'un complexe et donc d'une part non consciente de la psyché. Assistante de son mari, lui est son seul horizon. Mais elle poursuit sa cure avec le neurologue munichois Leonhard Seif. Loin d'elle l'idée de reprendre sa recherche sur le Graal. En revanche, elle suit Jung pour son intérêt sur l'approche plurielle des symboles. Et elle va se montrer très active dans la quête de documentation et d'interprétation en vue de l'ouvrage qui reste l'un des textes majeurs de Jung, les métamorphoses et les symboles de la libido. Donc on peut dire qu'Emma est la gardienne silencieuse du savoir de son époux, qui assure vaillamment le maintien impeccable d'un appartement où bientôt vont résonner les bruits d'enfants, car l'urgence dictée à Emma, une femme de son rang, est bien sûr de fonder une famille. Le 26 décembre 1904, leur premier enfant Agathe voit le jour et inaugure de longues années consacrées à la maternité. Sauf que, le 17 août 1904, Carl Gustav Jung accueille une jeune fille russe qui souffre d'une décompensation hystérique, Sabina Spielrein. Jusqu'au 1er juin 1905, son état de santé connaît une évolution exceptionnelle, tout comme sa place dans la vie de son thérapeute. Donc l'affaire Sabina, faut-il la rappeler, le film de Cronenberg l'a très bien illustré, à partir d'archives parfois étonnamment traitées à l'écran, surtout pour le jeu de la comédienne. Effectivement, l'affaire Sabina Spielrein est l'histoire d'une rencontre entre un praticien et sa patiente. Subjuguée par son intelligence, elle ne tarde pas à voir en lui l'image du père, l'image de l'amant, que Jung va très vite endosser, non sans culpabilité,
il en témoignera à Freud dans la correspondance à partir de 1909, non sans une légère distance dont on pourrait dire que cette relation n'est absolument pas assumée de sa part. La relation avec Sabina l'a véritablement désorientée. De 1904 à 1909, Emma voit son mari céder au désir, tandis qu'elle porte de lui 3 enfants. En février 1906, naît leur deuxième fille, Margaretha, puis Franz, le fils tant attendu, en 1908. Mais les parents de Sabina Spielrein reçoivent un jour une lettre anonyme, comme quoi leur fille suivrait une analyse peu conforme aux règles de la thérapie, et ce courrier anonyme fut attribué à Emma, bien que les preuves manquent. Donc, naturellement, la relation prend un autre tournant, mais Emma, dans une petite ville comme Zurich, Emma laisse glisser les on-dit et reste digne dans cette mésaventure, pourrait-on dire. Mais en tout cas, c'est la mort de son père, peut-être, qui la préoccupe plus, en mars 1905, et l'heure de la passation des pouvoirs a sonné. C'est Carl Gustav Jung qui devient la figure tutélaire de son héritage, et il marque la vie de son épouse d'une empreinte d'autorité à laquelle elle ne s'opposera jamais. Elle fait partie, au contraire, de celles et ceux qui ont servi sa cause, et on peut dire qu'elle a le goût de la transmission pour sauvegarder peut-être l'honneur de ses enfants, qui sont restés finalement pour elle de véritables garde-fous contre le déshonneur. Effectivement, après la naissance de leur fils en 1908, le couple déménage au bord du lac de Zurich, à Küsnacht, dont vous reconnaissez la photo, en vous remerciant. Cette belle et grande demeure, et sur la phrase gravée au-dessus de la porte d'entrée dénote aussitôt le temple jungien que sera cette demeure de Küsnacht. Jung waren wir, jung hießen wir, der ewigen Jugend gehören wir. Jeunes nous étions, Jung nous nous appelions, à la jeunesse éternelle nous appartenons. Alors, quelle ambition de la part de Jung que de jouer sur le sens de son patronyme, quelle ambition que de vouloir être éternel. La rencontre avec celui qui aurait pu rester son maître est également déterminante, mais pas seulement pour son intervention dans l'affaire Sabina. Effectivement, l'intervention de Freud dans la relation entre Sabina Spielrein et Emma Jung et Carl Gustav Jung est une intervention distante qui a toujours essayé de sauvegarder l'intérêt de la relation entre analystes, et on a ressenti, je vous invite à retourner à l'ouvrage d'Aldo Carotenuto où figure une bonne majorité des archives de Sabina Spielrein, la correspondance entre Freud et Sabina, mais également les journaux de Sabina. Il est montré, noir sur blanc, que Freud avait pressenti que chez Sabina Spielrein, il y avait chez cette jeune femme le terreau qu'il pouvait lui-même faire fructifier. Par quels moyens? Je vous renvoie alors au texte qu'elle a écrit en 1912, La destruction comme cause du devenir. Sabina Spielrein partage ce goût pour l'occultisme de son thérapeute, maître et amant. Entre occultisme et reconversion de la pulsion destructrice, ils ont tous deux, Jung et Sabina Spielrein, une véritable parenté d'âme. Et Carl Gustav Jung ne manquera pas de la citer dans la seconde partie des Métamorphoses et symboles de la libido. Entre-temps, Emma Jung a alerté Freud. Vous vous rappelez, 1913, c'est la rupture entre les deux hommes. Mais Emma Jung a demandé au maître de Vienne, « Voyez en mon mari un homme digne d'avoir sa propre loi ».
mais la rupture est inévitable. Donc l'année 1913 pour Jung est l'année de la rupture avec Freud, mais également l'éloignement de Sabina depuis 1912, puisqu'elle a épousé Pavlev Sheftel, et malgré tout, c'est pour lui le symptôme d'un abandon. Donc, l'on peut dire concernant Emma, son attachement à une figure tutélaire symbolise son enracinement dans un monde où se reconnaître comme une altérité passe d'abord par une mise en sommeil de son identité. La figure du père jalonne son destin, référence entre toutes de la pensée hors limite du savoir dans laquelle elle va s'inscrire, mais à laquelle elle ne va pas accéder d'emblée. Ce savoir, elle va devoir le conquérir. Et c'est une première étape elle va devoir finalement ajourner son identité de femme. J'y reviens. Cet ajournement du féminin chez Emma Jung m'a toujours interloquée. Pourquoi ? J'aimerais citer sa fille, Hélène, qui écrit de sa mère, je la cite. « Elle partageait tous les intérêts de son mari et était pour lui une interlocutrice toujours présente, vivante et souvent aussi critique. Avec les étrangers, elle était quelque peu réservée et en retrait. » Alors, une situation d'entre-deux, c'est bien ce que fut la vie d'Emma Jung. Car sitôt Sabina Spielrein partie, sitôt Antonia Wolff arrivée. À nouveau le même schéma, patiente, disciple, analyste, amante. Sauf que le rôle de Toni Wolff, que nous avons vu sur cette photo de 1911, vous ai-je dit qu'en 1911, Sabina Spielrein devait également être présente, mais que Sabina, à chaque fois qu'elle ne souhaitait pas faire quelque chose, disait souffrir d'abasie, cette douleur au pied qui l'empêche de se déplacer. Eh bien, à nouveau, imaginez cette photo de 1911 avec Emma, Antonia, Sabina. Ça aurait été magnifique, hein, n'est-ce pas? Mais Sabina avait ce souci de l'indépendance et nous pourrons reparler éventuellement ensemble de son destin incroyable lorsqu'elle chercha à implanter la psychanalyse en Russie et son choix de mourir avec ses filles en 1942. Alors, Toni Wolff, eh bien, Toni Wolff a un rôle ingrat, mais tellement important. 1919, c'est le début de leur liaison, jusqu'en 1953, jusqu'à la date de son décès, Toni Wolff va s'imposer dans l'analyse jungienne à Küssnacht, mais elle va s'imposer dans le couple. Emma Jung écrivait déjà à Freud en 1911. « D'ordinaire, je suis tout à fait d'accord avec mon destin et je vois parfaitement combien j'ai de la chance. Mais de temps en temps, je suis torturée par le conflit. Comment me mettre en valeur à côté de Karl? Je trouve que je n'ai pas d'amis, mais que tous ceux qui nous fréquentent ne viennent en fait que pour Karl, sauf quelques personnes tout à fait ennuyeuses et inintéressantes pour moi. Toutes les femmes sont naturellement amoureuses de lui. Et chez les hommes, je suis de toute manière immédiatement écartée en tant que femme du père ou de l'ami. Mais j'ai quand même un fort besoin de voir les gens. Et Karl dit aussi que je ne dois plus, comme jusqu'à présent, me concentrer uniquement sur lui et les enfants. Mais comment dois-je m'y prendre ? » Fin de citation. Ce refoulement participerait-il de cette mise à l'écart ? Elle va jusqu'à avouer une forme d'auto-érotisme dans une lettre à Freud, le 24 novembre 1911. Est-ce une façon de banaliser sa solitude ? Donc, l'accès au savoir lui étant toujours refusé, on peut imaginer que la présence de Toni Wolff lui soit franchement désagréable, pour deux raisons. Petite anecdote, la maison de Küssnacht a un double escalier, pas comme celui de Chambord, mais presque. Que penser de ce repas dominical? D'un côté, Carl Gustav Jung descend au bras de Toni Wolff et de l'autre côté, Emma Jung descend accompagnée de ses enfants. Et ils se retrouvent ensemble à la table dominicale.
Cette maison de Küsnacht avait été ce lieu d'exil après l'épisode Sabina, et il devient l'épisode Antonia. De plus, Toni Wolff a le goût certain pour le symbole, pour l'archétype, pour la mythologie. Et Emma Jung, qui n'a pas eu la liberté et le libre espace de reprendre sa quête du Graal, pourrait-on dire, voit d'un mauvais œil les écrits de Toni Wolff, forme structurelle de la psyché féminine, ainsi que le processus d'individuation de la femme. Trouvez en bibliothèque les écrits de Toni Wolff dans les écrits collectifs de Jung, et vous verrez qu'ils sont hautement pertinents, ils sont en adéquation directe avec les thèses de Jung, et qu'ils sont peut-être finalement la parole d'Emma qui lui a été volée. Donc Toni, et j'ai choisi cette photo pour vous, est cette femme animus que Jung recherchait, ce guide spirituel sans lequel il n'aurait peut-être pas lui-même perçu sa propre face cachée, la féminine. Toni est cette femme au fluide, ai-je écrit. C'est cette femme aux ombres masculines qui viennent jeter le trouble dans son regard d'enfant inconsolable. Jung a toujours aimé la fréquentation de cette élégante à la cigarette toujours allumée. En tant qu'assistante à partir des années 20, Toni Wolff va se charger du discours personnel des analysants de Jung, et son maître va la confronter à ses propres diagnostics. Conférence à Zurich, conférence en Angleterre, je vous le disais, des écrits méconnus mais très avant-gardistes, l'on peut dire qu'on y retrouve les fondements philosophiques qui participent à l'élaboration d'un discours thérapeutique dont Jung vante, je le cite, une acuité naturelle, une intelligence, une sensibilité psychologique véritablement géniale. Le temps va jouer en faveur d'Emma. À partir de 1930, Jung va installer un bureau en face du sien. Et je cite Jung, lorsqu'il écrit « Il était important qu'Emma devienne une analyste, car elle était beaucoup trop une femme mère. » Nous sommes dans les années 30, fort heureusement, il s'en rend compte. Il assure donc la première et la dernière séance, et entre-temps, Emma reçoit le patient. Donc, il y a à partir de ces années-là une véritable collaboration scientifique entre l'époux et l'épouse. Et je n'ai pas trouvé de témoignages selon lesquels les patients de Jung auraient pu être éventuellement déstabilisés par le regard qu'Emma aurait pu, l'écoute qu'Emma aurait pu leur apporter. Non, mais toujours l'autorité de la parole de Jung à la première et à la dernière séance, et le diagnostic central est élaboré par Emma. Donc l'on peut dire qu'il y a les premiers pas d'une reconnaissance d'Emma comme analyste. Toni est toujours présente, mais pour terminer l'épisode de Toni, à partir de 1944, lorsque Jung a cet accident cardiaque, il va tout d'un coup prendre conscience qu'Emma acquiert véritablement sa place d'épouse. La relation avec Toni s'étiole doucement. Et il y a aussi le fait qu'il rencontre très vite Marie-Louise von Franz, qui va l'encourager à se lancer dans la rédaction de Psychologie et Alchimie. L'on peut dire que la place d'Emma, doucement, se confirme. Aussi parce que, et ce sera mon dernier point, Emma Jung, l'analyste, devient cet autre, finalement, ce visage auquel elle était destinée. Rappelez-vous que ma problématique tournait autour de la vocation des pionnières. Rien ne les prédestinait à l'analyse. Même admettons, en poursuivant des études de médecine, qu'est-ce qui fait qu'elles sont devenues psychanalystes? On reviendra sur Sabina Spielrein, par exemple, qui a payé de son engagement en psychanalyse. Emma Jung, finalement, a gagné à ses dépens, aux dépens, au prix de ses silences, elle a gagné sa place d'analyste. Alors, naturellement, c'est la création du club psychologique de Zurich en 1916, en ouvrant ses portes, qui peut-être légitime l'identité d'Emma Jung comme analyste, puisque
Carl Gustav Jung la nomme présidente jusqu'en 1920. Et c'est là qu'Emma Jung se fait apprécier pour la clémence de ses jugements. Et l'on peut dire qu'à partir de cette époque, eh bien, elle recommence à écrire. Mais jamais vous ne trouverez dans les archives ou en bibliothèque ou chez un bouquiniste, puisque ces ouvrages sont épuisés, vous trouverez des ouvrages parus de son vivant. C'est effectivement en 1955, lorsqu'elle décède, que Jung demande à Marie-Louise von Franz de reprendre ses textes sur le Graal et de les éditer. Une polémique est née à ce sujet. Voilà, la préface que Marie-Louise von Franz a rédigée, l'on peut dire que c'est un mélange subtil des textes d'Emma Jung et de la réadaptation que von Franz en a fait. Mais cependant, on peut y lire les textes qu'Emma Jung a pu laisser derrière elle. Donc cette légende du Graal et le texte d'Animus Anima, j'aimerais pour terminer m'y arrêter, à savoir que si le Graal fut sa quête peut-être personnelle, elle n'aurait pas jeté sur la psychanalyse jungienne ce regard si elle n'avait pas eu ce goût pour les trois versions de la légende. Car effectivement, si vous lisez l'ouvrage, elle s'intéresse au caractère romanesque de la légende du Graal avec Chrétien de Troyes, le caractère sacré avec Wolfram von Eschenbach et le caractère chrétien avec Robert de Boron. Et elle va mettre là, en relief, le lien entre le chevaleresque et le religieux. Et elle part du principe que l'alchimie devient une passerelle permettant de comprendre le vase comme un élément de transformation. Ce vase du Graal est un élément de transformation. Et c'est là que l'écriture d'Emma renvoie à Jung le miroir d'une interprétation fidèle de son œuvre. Alors, l'allusion aux trois auteurs majeurs de la légende ne signifie pas qu'on assiste à une critique littéraire. Et je ne vous cache pas que parfois, il y a certaines confusions. Voilà, elle revient de l'un à l'autre, mais il y a toujours l'idée de la conscience. Quelle est la démarche consciente et quel est cet impact de l'inconscient dans l'interprétation du vase comme élément de la transformation. Et j'aimerais la citer. À l'image de l'alchimie médiévale et de ses étranges productions symboliques, ces créations de l'imagination poétique et leur symbolisme illustrent des processus inconscients qui émanent des couches profondes de l'âme. Dans la droite lignée de la pensée jungienne, Emma adhère aux innovations de la technique analytique qui, par opposition à Freud, ne s'appuie pas sur la question sexuelle et se range au contraire autour du principe d'un inconscient contenant tout ce qui a été acquis au cours de l'existence personnelle. Par conséquent, tout ce qui a été oublié, refoulé. Comme dit Jung, ce sont les aspects constants de la mythologie, les motifs, les images qui peuvent apparaître en tout temps et en tout lieu, sans qu'il y ait cependant de tradition historique ou de migration. Fin de citation. Donc, le Graal et sa quête sont des motifs de nature archétypique, universellement présents dans l'être humain. Et la thèse de l'ouvrage est la suivante: si cette légende est le produit d'une époque, à savoir le Moyen-Âge, elle expliquerait alors le monde d'aujourd'hui. Preuve en est aussi l'essai d'Emma Jung sur l'anima et l'animus. Je cite, part psychique complémentaire à son sexe qui habite chacun de nous. Cet essai découle de la réflexion jungienne sur le contenu des genres et sur le sens spirituel de la sexualité comme énergie psychique vitale. Et elle le fait connaître sous la forme d'une communication proposée au club psychologique. Contribution au problème de l'animus, en 1931, et qui sera publié par Jung dans Réalité de l'âme en 1941. Suivra un autre essai d'Emma, Les représentations mythiques de l'anima, dans les années 50. Donc Emma, fidèle aux thèses jungiennes, y reprend les trois principaux archétypes: l'animus,
part masculine inconsciente chez la femme, l'anima, part féminine inconsciente chez l'homme, et le soi, esquisse de la personnalité globale, résultat du travail analytique. Et tout un développement porte sur le contraste entre la personnalité interne, qui fait écho, par opposition, donc par contraste, à la personnalité externe, consciente. Alors, quand j'ai pris connaissance de ces textes, j'ai souhaité revenir au point central de ma problématique, à savoir, être une pionnière, est-ce porter en soi une vocation? Et être une pionnière, est-ce défendre la cause des femmes en défendant, en légitimant un discours féministe? Et j'ai trouvé intéressant de jeter un pont, justement, entre cet intérêt pour la personnalité interne et la personnalité externe consciente et la fameuse problématique de la différence entre les sexes. Les femmes peuvent-elles laisser libre cours à la part masculine en elles, c'est-à-dire cette part animus du logos? Faut-elle qu'elles aient cette part du discours pour les encourager à leur émancipation, ou doivent-elles au contraire la taire? Et d'écrire qu'il s'agit d'intégrer en chacun de nous cette réalité psychique afin d'introduire en harmonie la réalité extérieure et la compléter avec la réalité intérieure. Donc finalement, j'en arrive à conclure, sans que ce soit jamais définitif, car je suis toujours ouverte au dialogue, qu'il s'agit finalement, Emma Young jette un pont vers le débat sur la condition féminine. Attention, je n'en fais pas une ardente avocate de la cause féministe, mais dans un sens, si ce soir nous sommes rassemblés pour légitimer Emma Young comme analyste parmi d'autres, même tardive, si nous légitimons également son discours de femme, de mère, car c'est important la maternité pour elle, son discours de mère et de femme, comme ayant participé aussi à l'avancée des mentalités pour ces femmes à cette époque, car notre regard aujourd'hui moderne ne doit pas oublier le statut de la femme à cette époque. J'en arriverai finalement aussi à conclure que la femme à l'époque, qu'elle porte en elle cet animus ou pas, avait grand mal à se consacrer à la création. Vous vous rappelez, je vous parlais de Lou András Salomé et de Rainer Maria Rilke. Et dans leur correspondance, et dans la petite biographie qu'elle a écrite sur lui en 1926, à son décès, coupable qu'elle était de ne pas l'avoir encouragée à l'analyse avec Victor von Gebsattel, elle s'est carrément interposée entre le thérapeute et le poète, car qui sait, il aurait peut-être trahi quoi que ce soit sur elle dans l'analyse, dans la verbalisation. Eh bien, dans la biographie, elle écrit « Rilke avait en lui cette part féminine, et l'on dit que je portais moi-même cette part virile. » Nous sommes dans l'animus et dans l'anima, sans que cela fût traduit ainsi. L'esprit créateur, soit l'animus, est cette part intellectuelle que la femme néglige au profit de sa fonction biologique, et je cite Emma, en tant que mère, comme compagne, comme éducatrice, comme maîtresse de maison, et sous une autre forme quelconque. Les relations tiennent une grande place dans l'organisation de la vie, et c'est vraiment sur ce terrain que s'exerce le mieux le pouvoir créateur de la femme. Fin de citation. Donc l'anima qu'Emma associe à l'eau, au rêve, à la fécondité, l'emportera pour elle sur la part masculine. Du moins en a-t-elle fait sa loi. Donc en conclusion, nous pourrons dire qu'Emma Young resta la femme d'à côté, celle qui sacrifia à son mari toutes ses ambitions, à commencer par sa liberté de femme. Mais elle n'a pas pour autant mis en exergue sa modernité de femme. Car rappelons-nous que toutes les femmes qui entouraient le maître, qui étaient appelées ironiquement les Jungfrauen, sont restées célibataires, sans enfants, et que leur seul objectif fut de servir la pensée jungienne, dont elles furent, en vérité, aussi et surtout, également, les fondatrices. En aucun cas, elles n'ont développé une pensée autonome. Emma, qui était pétrie
de sentiment d'amour pour son foyer, a défendu son identité de mère, son identité d'épouse, est-il nécessaire de le dire, femme d'un seul amour, mais également femme d'honneur. Et c'est cet honneur que j'ai plaisir à légitimer et à réhabiliter chez elle ce soir, car elle avouait à son époux un respect admiratif, mais elle fut une ouvrière. Et c'est ce côté artisan que j'aime chez elle. Elle fut certes l'accompagnatrice de ses thèses, mais elle a été également témoin de la dissidence freudienne. Elle a servi de médiatrice extrêmement diplomate entre le maître de Vienne et son époux. Elle lui a permis son envol pour qu'il puisse opérer et exercer en toute indépendance. Elle a certes été l'élève d'un seul maître, mais elle n'en a pas revêtu pour autant un sentiment d'infériorité outre mesure, puisqu'elle fut légitimée au club psychologique de Zurich. Elle sut rester à sa place, c'est certain, mais l'on peut dire que si la vie l'a éloignée de son époux, c'est le savoir qui les a rapprochés l'un l'autre. La symbolique, les mythes ont peut-être été ce fil d'Ariane qu'ensemble ils ont suivi. Et il est étonnant de voir la façon dont toutes ces femmes, aussi différentes qu'elles ont été, ont finalement pénétré sur un terrain complètement en friche. Elles ont payé cher leur liberté d'être des femmes, mais d'être des analystes, elles ont assumé pleinement le regard social qui faisait d'elles des éléments marginaux. Pour être acceptées dans un milieu masculin, elles ont approché une thématique peut-être plus spécifiquement féminine, mais elles l'ont approchée avec une sensibilité nouvelle qui ont fait d'elles les architectes de la révolution que fut la psychanalyse à ses débuts et peut-être les figures majeures de l'avancée de ces théories. Je vous remercie pour votre attention.